Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo. Enfin, ça fait 3 jours quoi. Enfin, sur une vie de chien, ça fait un peu plus longtemps que sur une vie d'homme qu'on n'a pas fait de vidéo en tout cas. Et du coup, on est de retour aujourd'hui pour parler du Game 3 et pour parler notamment du retour de Dean Wade que vous avez vu apparaître au début de la vidéo et qui pour moi pourrait un peu changer peut-être la série, en tout cas avoir un impact dessus. Déjà, Dean Wade, je pense que vous vous en rappelez parce qu'il avait marqué 20 points dans le quatrième quart-temps contre les Celtics. Je crois que c'était en mars, quelque chose comme ça, ou en février, qui avait fait basculer le match. Et au-delà du fait d'être un Celtics killer un peu dans la blague, il a eu un impact sur le match et on va regarder ça ensemble sur comment il pourrait en fait un petit peu gêner Boston, surtout sans Porzingis. Et on commence direct avec un pick and pop. Du coup, il rentre à un moment où c'est Cornet qui joue le pivot. Et, euh, et sauf qu'il lui il peut porter la balle. En tout cas, beaucoup plus qu'un intérieur lambda. Et là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois il l'utilise comme le poste 5 et parfois il l'utilise comme le poste 4, entre guillemets, à côté de Mobley ou Jarrett Allen s'il n'était pas blessé, mais là à côté de Mobley. Et sur cette séquence, il est le seul intérieur, donc il est défendu par Cornet. Et du coup, ce que ça va générer, c'est des difficultés à Cornet parce que c'est un joueur qui peut pop, donc qui peut shooter à 3 points après un pick and roll ou après un end-off. C'est un joueur qui est assez rapide pour sa taille, donc qui va être beaucoup en déplacement. Et du coup, un joueur comme Cornet, comme un joueur comme Al Horford qui a 38 ans et qui a un peu du mal à bouger, si on est tout à fait honnête, peut avoir du mal face à un profil comme Dean Wade. Et on le retrouve ici directement avec un end-off pour un pick and pop avec le tir ouvert à 3 points. Et c'est ça, moi, que je vais trouver intéressant, en tout cas pour Cleveland, et qui va être assez difficile à couvrir pour Boston, c'est que c'est une vraie menace de pick and pop. Et c'est pas quelque chose qu'ils avaient forcément jusqu'à qu'ils reviennent, Dean Wade. Il va peut-être jouer pas mal de minutes. Il a joué 16 minutes sur ce match-là, et peut-être qu'on va le voir un peu plus souvent. Ensuite, ici, on va le retrouver encore une fois dans un rôle de poseur d'écran, mais cette fois, il va faire la passe après le pick and pop. Donc, il y a deux joueurs qui viennent après l'écran sur Mitchell pour pas laisser Sam Hauser tout seul sur Donovan Mitchell. Donc, ça crée un décalage. Et encore une fois, c'est un joueur qui se déplace beaucoup et qui se déplace vite et qui peut reconnaître aussi où est-ce qu'il y a des espaces. C'est un joueur assez intelligent qui même fait des bonnes choses défensivement. Et encore une fois, là, ils sont fait punir là-dessus. Et c'est vrai que défensivement aussi, comme je disais, moi je suis assez intrigué par son profil. Il est souvent très haut dans les all-in-one défensifs. Alors peut-être que c'est juste parce qu'il joue avec Mobley et Jarrett Allen et ça fait monter un petit peu ses scores de all-in-one défensif. Mais je pense que c'est aussi un profil intéressant, surtout par sa taille et sa mobilité. Regardez ici, donc pick and roll entre Jason Tatum et Pritchard. Donc ce qu'il va faire Garland, c'est qu'il va venir chaud le temps que Dean Wade passe en dessous de l'écran et puisse venir contester le tir. Donc en gros, le but, c'est que Garland ne soit pas totalement switché sur Tatum plus d'une demi-seconde. Donc là, il y a l'écran. Il vient vraiment presque un blitz. Il vient plus qu'au-dessus du niveau de l'écran, vraiment pour gêner en tout cas les premiers pas de Tatum, le temps que Dean Wade puisse revenir et recover et contester le tir du mieux possible en tout cas. Donc même défensivement, face à des profils comme Jalen Brown et comme Tatum, il va être intéressant à utiliser. Là encore une fois, on le voit dans une action qui va être donc ça va être un blind pig dédicace au bar grenoblois. Donc là, un premier end-off avec Garland, ensuite un autre end-off avec Max Strus qui s'enchaîne du coup avec un blind pig. Et en fait, ça peut paraître anodin, mais d'avoir un joueur dynamique avec du shoot qui peut être dans des actions comme ça permet d'écarter Dallerford, de l'occuper et de retirer du coup sa protection de cercle pendant que l'autre action se déroule en même temps. Et vraiment, le blind pig, moi, c'est une de mes actions préférées. Et en plus, quand elle est proposée de manière dynamique comme ça, c'est vraiment drôlement efficace. Et c'est dommage qu'il ne l'ait pas plus utilisé Cleveland parce qu'on n'en a vu qu'une seule l'année dernière. Hop, et là on se retrouve encore avec du pick and pop. Donc cette fois c'est Garland qui est à la balle, c'est Dean Wade qui vient poser l'écran. Derek White est obligé de passer en dessous de l'écran. On a Al Horford qui drop.
et on a un Dean Wade qui est totalement seul à 3 points parce que White est obligé de recover pour protéger le pull-up. Alors Ford, bah voilà, comme j'ai dit, il a un peu des problèmes de mouvement défensif sur cette série. Et c'est un 3 points ouvert. Il les a pas rentrés, ces 3 points. C'est pas un shooter élite à 3 points, mais c'est un joueur qui va les prendre en tout cas. Et qui va, même si Boston en tout cas ne va pas le respecter à 3 points, il va continuer à les prendre. Là on le retrouve avec une autre réaction, du coup encore un pick and pop pour attaquer à Ford. Donc là il y a un premier mouvement loin du ballon. Et là, vraiment, alors Ford, il est complètement bloqué par un écran de Garland. Et c'est quand même assez dérangeant de voir qu'il y a autant de problèmes à le suivre. Alors après, peut-être qu'il y a une volonté de le laisser shooter, Dean Wade. On verra. Pour l'instant, ça a été payant parce que du coup, il a pas rentré ses 3 points. Mais Dean Wade, il peut aussi, sur du pick and roll, aller au cercle. Et du coup, je pense que si Cleveland se rend compte que Boston ne respecte pas totalement Dean Wade à 3 points, ils vont pouvoir l'utiliser aussi sur du pick and roll. Là où alors Ford est toujours un petit peu en perdition parce que là, il est entre un show et un drop beaucoup trop bas, donc il retire pas vraiment la menace au tir parce que je roule, il est déjà là. Mais par contre, Dean Wade qui peut très vite couper au cercle, va prendre de vitesse à Ford et va pouvoir finir au cercle tout simplement. Donc vu que c'est un joueur qui est dynamique, qui peut shooter, qui peut passer, face à Ford ou face à Cornet, ça va être très compliqué. Et en plus, défensivement, quand il sait Cornet sur le terrain, il va défendre sur lui, mais il va pas forcément s'en occuper. Et il apporte une bonne protection de cercle secondaire, disons. On peut le voir ici, voilà, le timing est bon. Hein. On va voir qu'il va laisser, Donovan Mitchell se faire prendre de vitesse et dans tous les cas c'est pas grave parce qu'il peut venir en fait tous les cas en aide parce que difficilement Cornet va être problématique à part si Tatum arrive à le trouver sur le lob, mais le timing est bon sur l'aide et je crois que ça finit même en contre sur cette action là, donc c'est vraiment pas mal. Et du coup ça leur permet d'enchaîner sur une autre action où encore une fois de manière dynamique il va faire un end-off et il va pouvoir proposer une solution. Et en fait le fait qu'il propose un end-off, c'est pas anodin ici directement sur la contre-attaque parce qu'il est défendu par Cornet. Le fait de proposer un end-off et de faire un bon écran, Jaylen Brown se retrouve dans l'écran, ça force le switch et ça permet à Caris LeVert d'attaquer Cornet qui est une cible assez facile pour lui entre guillemets. Donc là on retrouve encore une fois dans une action assez dynamique où un premier pick and pop puis un end-off pour se retrouver dans le corner. Et ça peut paraître anodin parce que ça rentre pas et du coup on est souvent biaisé par le fait de si ça rentre pas c'est que c'est pas forcément une menace. Mais le fait qu'il y ait un premier pick and pop qui force à Ford à courir, qui puisse repartir sur un close out, refaire un écran et revenir se reposer dans le corner. Ford il a joué 38 minutes l'année dernière. Je pense que s'il joue 2-3 minutes de plus sur Dean Wade, il y a moyen qu'on passe proche de l'arrêt cardiaque. Donc ça devient vraiment compliqué pour Ford et je pense que Dean Wade est vraiment un profil qui peut le gêner. Dans la défaite du match de je sais plus combien de points du coup du Game 3, c'est un des seuls joueurs qui est en net rating positif de plus 12, donc ça ne veut pas toujours dire grand chose sur des échantillons aussi petits, mais je pense que structurellement, que ce soit en attaque ou en défense, c'est vraiment un joueur qui va pouvoir être menaçant pour Boston et en plus qui apporte de la physicalité parce c'est un joueur qui va beaucoup au rebond offensif aussi. Et donc il va pouvoir apporter de l'aide là-dessus à Mobley sur des situations où ils jouent tous les deux. Et il va pouvoir aussi permettre aux Cavaliers de jouer en 5 out. Quelque chose qui peut aider beaucoup sur le spacing. Donc voilà pour cette première vidéo sur le Game 3. Normalement on va se retrouver plus tard dans la journée pour une deuxième petite vidéo. Donc voilà, restez connectés et à la prochaine.